Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 29 novembre à la une de l'actualité. Le président de la République présente ses sincères condoléances à la famille du général à la retraite, Moudjahid Mohamed Betchin, décédé ce mardi. Nous irons à Tissim-Silt dans cette édition. La wilaya s'apprête à abriter demain la réunion du gouvernement. Elle bénéficiera d'un plan complémentaire de développement. Le point sur le projet de réalisation de la ligne ferroviaire Tissim-Silt-Boukzoul. Le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu le général d'armée Jacob John Konda, commandant de la force de défense du peuple tanzanien, en visite en Algérie. Programme Cap d'El, ouverture du séminaire national des associations locales. Le ministre de l'Intérieur est revenu sur l'approche algérienne pour la consécration de la démocratie participative. Nous l'écouterons tout à l'heure. La première édition du Salon international de l'industrie ouvre ses portes pour regrouper une centaine d'opérateurs. Zoom sur le groupe Getex qui se développe et se lance dans le recyclage de déchets et des cuirs en fertilisants agricoles. La journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien survient dans une conjoncture très difficile. Montée des violences des forces collationnistes et le détournement de la communauté internationale de cette cause pourtant juste. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, décès du général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchin, ce mardi à l'hôpital militaire universitaire de Constantine. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à tous les personnels et cadres de l'armée nationale populaire. Prions Allah, le Tout-Puissant, de l'accueillir en son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. À Allah nous appartenons et à lui nous retournons. Et suite au décès du général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchin, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt de sa profonde compassion. Prions Allah le Tout-Puissant d'accorder au défunt sa sainte miséricorde et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les martyrs et les valeureux et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve. Direction Tissim-Silt à présent. La wilaya abritera demain la réunion du gouvernement sur instruction du président de la République. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman présidera cette réunion qui sera consacrée au programme de développement complémentaire dans la région. Le président de la République avait ordonné au gouvernement lors du Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche dernier l'initiation des travaux de réhabilitation des routes reliant la wilaya de Tissim-Silt avec d'autres wilayas. Le président a également instruit de prendre en compte le renforcement du programme de construction rurale en adéquation avec son caractère agricole et touristique, avec l'attribution d'assiettes foncières en coordination avec les services des forêts. Parmi les objectifs de ce programme de développement complémentaire figure le désenclavement de la wilaya de Tissim-Silt, caractérisée par son relief montagneux, en allouant des fonds pour l'achèvement des routes ainsi que la création et la concrétisation de nombreuses opérations de développement qui fourniraient de nouveaux emplois notamment. Et donc, on reste à Tissim-Silt. La wilaya, je l'ai dit tout à l'heure, abritera demain la réunion du gouvernement. Elle bénéficiera d'un plan complémentaire de développement. Plusieurs projets ont été lancés dans la région et d'autres le seront après la réunion. Notre envoyé spécial Walid Yousfi s'est rapproché de la population et a recueilli leurs attentes. On l'écoute. Nous sommes à la veille de la réunion du gouvernement à Tissim-Silt. Une réunion qui a pour objectif d'aborder le programme complémentaire de développement de la wilaya, à même de désenclaver la région et d'améliorer les conditions de vie de la population locale. À une quarantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya, dans la commune de Sidi Abed, les habitants de la région n'ont pas manqué d'exprimer leur enthousiasme quant à cet événement important, dans l'espoir de voir se concrétiser le développement tant attendu de cette région reculée. Nous attendons beaucoup de cette région. J'espère que ça aidera à améliorer notre vie ici.
Nous sommes très optimistes. J'espère que cette rencontre aura des retombées positives et que nous pourrons voir ces résultats prochainement dans notre commune. On tient à remercier le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour cette initiative. Nous manquons de beaucoup de choses ici. Notre wilaya a besoin d'un coup de pouce pour son développement. Il s'agit de la deuxième réunion du genre à être délocalisée hors de la capitale, un événement qui redonne de l'espoir à la population de cette wilaya à vocation agricole. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites ici par le passé et qui ne se sont pas concrétisées. J'espère que cette fois-ci, il y aura un résultat. Nous sommes très enthousiastes. On remercie le président de la République. On attend cette réunion avec impatience. La société civile a du potentiel ici. On espère que cette initiative apportera un changement positif à Tism Silt. Pour l'année 2023, plusieurs projets d'envergure sont inscrits dans le cadre du budget de l'État pour la wilaya de Tism Silt, touchant une trentaine de secteurs et pas moins de 170 opérations liées au cadre de vie du citoyen pour une enveloppe financière qui dépasse les 52 milliards de dinars. Et l'une des décisions du dernier Conseil des ministres, l'achèvement des travaux de la ligne ferroviaire Tism Silt-Bougzoul, des travaux qui connaissent une cadence accélérée, un projet qui répond à un réel besoin des habitants. Mourad Darbrous, Bedira Mardi. Dernière ligne droite pour cet important ouvrage. Les travaux de la ligne ferroviaire reliant Tism Silt à Bougzoul sur une distance de 139 km connaissent une accélération. On procède aux dernières retouches pour cette ligne qui passera par 5 gares et qui est conçue selon les dernières technologies. Nous sommes aux dernières retouches. Les travaux seront bientôt achevés. Nous avons procédé aux essais des systèmes de communication, des ascenseurs et de l'électricité. Conformément à la décision du président de la République d'accélérer les travaux du projet de cette ligne qui relie Bougzoul à Tism Silt, nous allons réceptionner ce projet dans les prochains jours. Ce tronçon de la ligne ferroviaire des hauts plateaux qui relie l'ouest du pays à l'extrême est ouvrira de nouvelles perspectives à Tism Silt et lui donnera l'occasion d'aller vers un développement économique à la hauteur des attentes de ses citoyens. Cette ligne ferroviaire est très importante. Sa mise en service avant la fin de cette année créera une nouvelle dynamique dans la wilaya. L'accélération du rythme des travaux de cet important projet et les essais techniques engagés donnera l'occasion à l'entreprise nationale de transport ferroviaire d'exploiter cette ligne, ce qui facilitera les déplacements des citoyens. Dans l'actualité, le général d'armée Saïd Chengleha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu ce mardi au siège de l'état-major de l'ANP le général d'armée Jacob John Mkonda, commandant de la force de défense du peuple tanzanien, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. Yanis Aït Belkassi. La cérémonie d'accueil a été entamée par le salut du drapeau national, suivi du salut militaire présenté à l'hôte par une formation militaire représentant les différentes forces de l'armée nationale populaire. Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part les commandants de force, les chefs de département et les directeurs centraux de l'état-major de l'armée nationale populaire et du ministère de la Défense nationale, aux côtés des membres de la délégation tanzanienne, les deux parties ont abordé les défis sécuritaires auxquels le continent africain fait face, ont échangé les points de vue sur les voies les plus appropriées pour traiter les différentes menaces et ont exprimé les moyens permettant le renforcement des relations de coopération militaire entre les deux pays.
À cette occasion, le général d'armée a prononcé une allocution au début de laquelle il a souhaité la bienvenue à la délégation hôte, en soulignant que l'effort des deux parties doit s'accentuer sur le développement d'une coopération pérenne fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts mutuels et le renforcement de la concertation entre les deux armées. Concernant la coopération militaire bilatérale entre nos forces armées, et comme je l'ai évoqué au début de mon allocution, je demeure convaincu que, à la lumière de la volonté réelle qui nous anime, nous allons œuvrer ensemble d'une manière pragmatique et concertée pour asseoir et développer une coopération pérenne fondée sur la confiance, la prise en considération des intérêts mutuels et le renforcement de la concertation entre nos deux institutions. المشتركة ويرمي إلى تعزيز التشاور بين مؤسستين. Le général d'armée a mis l'accent également sur l'entière disponibilité de notre pays et a échangé l'expertise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, tout en affirmant sa sincère volonté d'unir les efforts afin d'atteindre une coopération à la hauteur des aspirations des peuples des deux pays amis, notamment pour faire avancer les initiatives de paix et de sécurité sur le continent africain. بهذه المناسبة أود أن أعرب لكم عن استعدادنا التام. En cette occasion, je voudrais vous annoncer notre entière disponibilité à travailler en concertation sur les questions sécuritaires et échanger les expertises dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Votre visite aujourd'hui constitue une opportunité que nous œuvrons à capitaliser pour concrétiser notre coopération à travers un large éventail de domaines de compréhension mutuelle et d'intérêts communs. قبل أن أختم مداخلتي أؤكد لكم رغبتنا. Avant de terminer mon intervention, je vous assure notre sincère volonté d'unir nos efforts en vue d'atteindre une coopération à la hauteur des aspirations de nos deux peuples dans l'intérêt de nos deux institutions militaires visant à faire avancer les initiatives de paix et de sécurité sur le continent africain. De son côté, le commandant de la force de défense du peuple tanzanien a exprimé ses sentiments de joie de cette visite en Algérie qui lui a permis de discuter les différentes questions sécuritaires sur la scène internationale et continentale, soulignant la convergence des points de vue entre les deux parties, ce qui ouvre la voie à une coopération constructive et fructueuse à l'avenir pour les deux pays. Au terme de la visite, les deux parties se sont échangés des cadeaux symboliques. Ouverture des travaux du séminaire national des associations locales du programme CAPDEL. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est revenu sur l'approche algérienne pour la consécration de la démocratie participative. Le dispositif compte 36 projets pour renforcer les capacités de la société civile et promouvoir une économie locale diversifiée. Après la phase d'expérimentation qui a touché 8 communes pilotes réparties à travers le territoire national et 36 projets associatifs portant sur le patrimoine, l'environnement et le tourisme, le programme CAPDEL devrait permettre de définir les bonnes pratiques pour la mise en œuvre par l'administration centrale d'une politique de développement des collectivités territoriales tout en associant les associations locales. Aujourd'hui, ces associations ont démontré à travers ces projets qu'elles étaient capables non seulement de réaliser de bons projets, et également de les écrire, ces projets-là, de les budgétiser, mais surtout de réaliser des projets qui s'inscrivent dans des plans communaux, des plans territoriaux, et donc elles participent à atteindre des objectifs partagés entre l'ensemble des acteurs du territoire. Et c'est ça la grande leçon à tirer du CAPDEL, je pense. Président, l'ouverture de cette journée, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est revenu sur l'intérêt accordé par le président de la République au développement local et à la consolidation du rôle évolutif de la commune en tant que pivot de la transition dynamique de développement et de création de richesses, notamment à l'aune de la révision en cours du code communal et de wilaya.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accorde une place de première importance aux collectivités locales dans les politiques publiques. Le lancement des ateliers de révision du code communal et de wilaya en est la preuve. Ces ateliers vont assurer un équilibre entre les autorités et aussi définir le champ des prérogatives attribuées aux intervenants. En plus de cela, il s'agit de renforcer la démocratie participative au niveau local, ce qui permettra sans aucun doute de créer une véritable dynamique de développement durable, notamment dans le domaine économique. Les organisations de société civile qui constituent un acteur important de la gouvernance locale et du développement économique local, notamment dans sa dimension territoriale, ont conduit tout au long du programme CAPDEL des projets innovants par leur ancrage au potentiel du territoire et leur alignement aux priorités définies consensuellement avec l'ensemble des acteurs de la commune et ont permis d'atteindre des résultats avec l'effet démonstratif sur l'impact de cette approche. Les résultats du CAPDEL sont les plus visibles dans la mise en œuvre des projets locaux, ce qu'on a vu tout à l'heure, comme nous avons pu le constater lors de la visite de Boston ce matin. Avec des projets économiques et culturels comme la conservation de l'ouvrage hydraulique ancestral de la Forara ou des projets qui contribuent au développement social et durable, pour juste citer quelques-uns. Plus qu'un dispositif de renforcement des capacités des associations locales, le CAPDEL est un système de relations entre différents acteurs institutionnels, sociaux, culturels et économiques. Cette rencontre bilan a permis d'évaluer les résultats qualifiés de très encourageants par les premiers concernés. Nous avons organisé cet événement sportif grâce au programme CAPDEL. Nous avons pu acquérir ces VTT pour promouvoir le tourisme de montagne dans la région et le site archéologique de Djmila, ici à Sétif. Nous avons pour ce faire également formé un guide. Des projets aboutis à la faveur de ce programme d'appui et d'accompagnement qui devrait se démultiplier et toucher d'autres localités. Visite de travail du ministre de l'Habitat à Mnira, Mohamed Tariq Belharibi a inspecté plusieurs projets, dont celui des 1000 logements publics locatifs, le site des 100 logements à ADL et 446 logements sociaux. Le ministre a également supervisé le lancement d'un projet de 120 logements publics locatifs et la réalisation du réseau de canalisation du pôle urbain à Mnira dans sa première phase. Énergie, signature d'un mémorandum d'entente de coopération entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan, paraphé par les ministres de l'énergie et des mines et son homologue azerbaïdjani Parviz Shabazov. Lors de cette réunion, les entretiens ont porté sur l'examen des opportunités de développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, qualifiées d'excellentes. Les voies et moyens de partager les expériences entre Sonatrach, Sonalgaz et la compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan, SOCAR, passé en revue également. Les deux ministres saluent les concertations entre les deux pays dans le cadre du Forum des pays exportateurs du gaz et d'importantes opportunités d'investissement et de coopération se présentent selon les deux ministres. Je vous invite à les écouter. And I would like also to underline the fact that President of Azerbaijan. La dernière rencontre qui a réuni les présidents des deux pays a permis de réaffirmer leur volonté commune de développer davantage la coopération dans ce secteur vital qu'est l'énergie et notamment les hydrocarbures. La signature de ce mémorandum d'entente a été l'occasion de relever les importantes opportunités de coopération et d'investissement existantes dans les domaines des produits pétroliers, du gaz, de l'électricité et des énergies renouvelables notamment. Our cooperation in all possible sectors within the energy. راح يكون يعني إنشاء فوج عمل. Il est prévu la création d'un groupe de travail entre le ministère de l'énergie algérien et le ministère de l'énergie azerbaïdjanais afin d'aborder les questions que nous avons définies aujourd'hui. Cette coopération sera très bientôt concrétisée à travers des accords entre la Sonatrach et la société azerbaïdjanaise SOCAR et entre la Sonelgaz et la SOCAR également dans différents domaines relatifs au secteur de l'énergie. Plusieurs projets verront donc le jour en Algérie et en Azerbaïdjan.
L'Institut militaire de documentation, d'évaluation, de prospective relevant du ministère de la Défense nationale a organisé hier au Cercle national de l'armée, Mnimsous, une table ronde sur la géopolitique des terres rares. La manifestation a été présidée par le directeur de l'IMDEP en présence de cadres de l'armée nationale populaire, d'experts, d'universitaires et de représentants de certains ministères, universités et institutions nationales spécialisées. Les interventions ont porté sur les terres rares en faisant des analyses sur les différents enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi que les grandes mutations que connaît le monde dans un contexte international marqué par les changements climatiques. Les intervenants se sont accordés sur la nécessité de dynamiser ce secteur à travers une stratégie nationale globale reposant sur les études d'exploration pour estimer les véritables réserves en ces ressources en Algérie. Et cette information, le ministre des Travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures de base, L'Khtar Khlour, est en Égypte pour les travaux de la 14e session du Conseil des ministres arabes de l'hydraulique et de son bureau exécutif présidé par l'Algérie. Cette session qui se poursuivra jusqu'à jeudi, permettra aux ministres arabes, aux experts et acteurs dans le domaine d'échanger les vues pour relever les différents défis. À leur tête, le changement climatique et le stress hydrique qui affectent de nombreux pays arabes. Activité parlementaire, présentation et débat ce matin du projet de loi portant statut général de la fonction publique et consacrant le droit au congé pour création d'entreprises. Une séance plénière présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Shalfa, a expliqué que le travailleur a droit à un congé non rémunéré pour création d'entreprise fixé à une année renouvelable une seule fois pour une durée de 6 mois. Et lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, le président du Conseil de la Nation, le ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et micro-entreprises, Yassine El-Mahdi Walid, a présenté le projet de loi de l'auto-entrepreneur qui vise à développer l'esprit entrepreneurial et faciliter l'accession des jeunes au marché du travail. Rencontre à l'Assemblée populaire nationale sur la réalité de la lecture en Algérie. Le président de l'APN, Brahim Bourali, a affirmé que la lecture était une soupape de sécurité contre l'extrémisme et un important élément dans la société. Était présent à la rencontre le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, et nombre de ministres, en plus de docteurs et universitaires du domaine. Bourali a appelé à l'occasion à la nécessité de consacrer la lecture pour les générations. Je vous invite à l'écouter. La lecture n'est pas seulement un loisir, mais elle est une construction intellectuelle, une soupape de sécurité contre la radicalisation et l'extrémisme, et un facteur de civilisation et de progrès, car le développement auquel aspire le pays, qui figure dans le programme du président de la République Abdelmajid Tebboune et exposé par le gouvernement au Parlement, repose essentiellement sur le développement de la ressource humaine. Nous ne pouvons réaliser le décollage ou tracer les contours de l'avenir sans ancrer la lecture au sein des générations montantes. Début ce matin du Salon international de l'industrie, une première édition qui durant 3 jours regroupera des opérateurs locaux et étrangers, une centaine de participants spécialisés dans différents domaines et qui échangent leurs expériences. Le but également est de nouer de nouveaux partenariats afin de commercialiser le produit national. Le reportage de Jazia Bay. Plus d'une centaine d'exposants nationaux et étrangers sont venus prendre part à cette première édition du Salon international de l'industrie en Algérie. Objectif, rassembler tous les opérateurs économiques autour des opportunités d'industrialisation en Algérie. Munis de leur propre équipement et produits industriels, plusieurs entreprises nationales, publiques et privées ont participé en force à cet événement. Al-Elek, donc Mouassisat Kahraba Al-Jazair. Aujourd'hui, son intervention en termes de son plan de développement sur le plan économique national compte diversifier ses activités non seulement dans le domaine de réalisation et étude des lignes aériennes ou souterraines ou post-électriques, mais elle compte diversifier ses activités dans le domaine qui concerne les énergies,
télécommunications ainsi que les énergies renouvelables. On est société privée spécialisée dans l'emballage agroalimentaire et emballage en toutes sortes. On est les leaders sur le marché. On fait la récupération à peu près l'équivalent de 80 tonnes annuelles et on fait l'exportation vers l'Europe. Le partenaire étranger était présent également à cet événement. À l'exemple de cette entreprise algéro-turque de droit algérien spécialisée dans la fabrication de l'acier. Bon, aujourd'hui, on a notre 5e phase d'investissement, entre autres l'extension des quais au niveau du port d'Arzeu, l'enrichissement du minerai qui est fait localement. Et le dernier bijou de notre investissement, c'est bien les aciers plats. Actuellement, on produit des aciers longs, c'est-à-dire ronds à béton, fil machine, qui sont destinés à la construction en règle générale. Mais les aciers plats sont beaucoup plus diversifiés. On peut les utiliser dans l'industrie automobile, l'industrie navale, dans l'agriculture et j'en passe. Cet événement 100% B2B englobe 12 univers couvrant toutes les solutions pour la productivité des usines. Suedi Electric, en fait, a été le premier producteur à avoir transféré le know-how, principalement pour la production des câbles haute tension, très haute tension, la 60 kV et la 220 kV, ainsi que le câble OPG-W, pour participer ainsi à réduire la facture d'importation de plus de 500 millions de dollars. En marge de ce salon, un programme de conférences technico-économiques très riche sera abordé tout au long de cet événement, regroupant une poignée d'experts des différents secteurs de l'industrie. L'industrie est toujours restée filière du groupe Getex qui se développe, tandis que Macville, productrice de chaussures, s'ouvre au privé. L'Algérienne des cuirs et dérivés vient de construire une usine de recyclage des déchets en fertilisants agricoles, première du genre en Afrique. L'usine sera opérationnelle dans les mois qui viennent, nous dit Naïma Loualish dans son reportage. Macville, l'usine de production de chaussures à Cheraga, continue depuis 2014 à s'ouvrir de plus en plus au grand public. L'unité qui travaille sur commande et surtout pour les corps constitués a acquis un matériel ultra moderne et produit autour de 1500 paires de chaussures par jour. En 2011, l'entreprise a bénéficié d'une enveloppe d'investissement pour le renouvellement des équipements, c'est-à-dire donc pour la formation, la mise à niveau et le fonds de roulement. Donc en 2014, nous avons concrétisé l'ensemble des équipements à travers les 4 unités de production de la filiale du groupe Leather Industries. Donc aujourd'hui, l'entreprise s'est figée vers le grand public via les magasins de Jacket Club qui sont présents sur le territoire national. De la première pièce jusqu'à la mise en carton, il faut compter à peu près un quart d'heure pour fabriquer une paire de chaussures 100% cuir comme celle-ci. En plus du grand public, nous avons concrétisé plusieurs marchés tels que la douane, la DGSN, l'UMDN, qui travaillent en longueur d'année avec nous. Donc ça, c'est un type d'exemple. C'est une chaussure paramilitaire. C'est une commande de l'exercice 2022, à savoir du mois de septembre. Donc aujourd'hui, nous sommes sur un programme des commandes des corps constitués. La semaine prochaine, on va lancer les magasins du grand public de Jacket Club. Quand un défaut apparaît sur une chaussure, celle-ci est marquée à la craie, tandis que les déchets sont systématiquement stockés dans ces hangars pour recyclage. Tel que vous voyez, cet échantillon, c'est un modèle qui est destiné pour nos policiers. Donc c'est pour la DGSN, les gens qui font la khor. Voilà, donc ça c'est la table d'agréage. Donc la table de finition, elle procède à un agrément des produits. Donc quand on voit un truc comme ça, ça veut dire que cet échantillon, avec un petit trait, avec de la craie, bien sûr. Donc ce produit, il n'est pas destiné pour la commercialisation. Donc il est juste reversé à l'atelier de contrôle et pour remédier ce problème. Et d'ailleurs, une usine de recyclage du cuir vient tout juste de sortir de terre chez l'ACED de Ruiba qui peut transformer jusqu'à 22 tonnes de déchets par jour.
avec nos déchets qu'on engendre, qui sont estimés à 7500 tonnes annuelles. Nous allons les transformer, les traiter et les transformer en fertilisants agricoles bio. Pour le démarrage de l'usine, nous avons un contrat à l'export avec une entreprise italienne. L'ensemble de la production va être exportée. Et si l'offre sera importante, nous pouvons augmenter nos capacités, passer en 2 équipes, 3 équipes ou faire un investissement complémentaire. Cette usine de recyclage unique en Afrique sera bientôt fonctionnelle et d'ailleurs un stock de déchets patiente d'ores et déjà dans les hangars. Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien ce 29 novembre. Elle survient dans une conjoncture très difficile pour les Palestiniens. Une montée des violences des forces écolo-sionistes contre les Palestiniens, sans compter le blocus à Gaza qui appauvrit de plus en plus la population. En parallèle, la communauté internationale se détourne de cette cause, pourtant juste et légitime. Yamina Saïdji. Le monde célèbre ce mardi la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, établie par une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en 1977. Une occasion pour réaffirmer le soutien à ce peuple opprimé dans sa lutte légitime pour le recouvrement de sa liberté et l'établissement de son État indépendant avec El-Quds pour capitale, dans un contexte marqué par une escalade dangereuse des agressions sionistes dans les territoires occupés. Aujourd'hui encore, 3 Palestiniens ont été tués dans des heures nocturnes avec les forces de l'occupation sioniste en Cisjordanie occupée. La bande de Gaza abrite plus de 2 millions de Palestiniens, dont 57% souffrent d'insécurité alimentaire, résultat direct du blocus imposé par l'entité sioniste depuis plus de 16 ans. Et le taux de la pauvreté dans l'enclave a augmenté de 64%, devenant ainsi une région très peuplée et dépendant presque entièrement de l'aide humanitaire et des subventions d'organisations internationales. Et en cette journée, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à des mesures immédiates pour réduire les tensions en Cisjordanie occupée, théâtre d'une escalade de violences sionistes. Le coordinateur spécial des Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient a pour sa part averti que le conflit au Moyen-Orient a de nouveau atteint un point d'ébullition, appelant à des mesures urgentes pour concrétiser la solution à 2 États. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier pour discuter notamment de la situation dans les territoires palestiniens occupés. La session intervient à la lumière de l'escalade de la violence dans les territoires palestiniens occupés dans le contexte d'un processus de paix au point mort et d'une occupation enracinée. Et le cinéma engagé en soutien aux causes justes, la cause sahraoui notamment, inspire beaucoup de cinéastes. C'est le cas de l'italienne Ilena Rusca, journaliste, réalisatrice et militante des droits de l'homme. Elle est auteure de 2 courts-métrages projetés aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Le compte rendu de Badia Amardi. Plus de 8 millions de mines antipersonnelles au Sahara occidental. Le nombre de victimes est de 2500, un chiffre appelé à être revu à la hausse. En son et en images, Ilena Rusca, journaliste et réalisatrice italienne, a mis les projecteurs sur cet épineux problème dans un court-métrage intitulé « Un champ miné sahraoui ». En lien avec la situation des mines antipersonnelles, en fait, la vérité c'est que c'était vraiment touchant. Tout d'abord parce que c'est quelque chose qui devrait être interdite à niveau international depuis longtemps. Et puis ça continue à faire énormément de dégâts, pas seulement au Sahara occidental, mais vraiment partout dans le monde. Il y a déjà une convention contre les mines antipersonnelles, il y a la convention d'Ottawa, il y a plein de travaux qui sont faits à ce sujet. Et puis ça serait vraiment excellent si les pays ils pourraient se tenir à leurs promesses et puis qu'ils commencent vraiment à actuer dans cette direction. L'autre court-métrage intitulé « La normalisation de la normale » retrace le vécu difficile au quotidien des Sahraouis dans les camps des réfugiés. C'est un témoignage émouvant sur et très honnête et très objectif sur la vie terrible qui afflige, dans lequel sont plongé le peuple sahraoui. Surtout les efforts qui sont faits, on a vu des enfants donc, qui sont éduqués et on a vu déjà l'existence d'embryons de services sanitaires, d'hôpitaux, d'hôpital. C'est pour ça que je lui ai posé la question
au-delà de l'aspect de témoignage, de souffrance, et on espère que ça a un résultat pour aider les organisations charitables. Une oppression que partagent et vivent également les journalistes défenseurs des droits de l'homme. Elena Ruska n'a pas été épargnée par le régime du Marzen puisqu'elle a été concernée comme des centaines de journalistes par l'affaire Pegasus. J'aurais bien aimé me rendre dans les territoires occupés, mais je crois que ça ne sera jamais possible. En tout cas, je sais qu'ils m'ont espionné avec Pegasus. Je suppose qu'ils m'avaient espionné déjà auparavant parce que j'avais essayé de les approcher justement pour pouvoir aller dans les territoires occupés. Ils ne m'ont jamais donné de réponse. Et puis aux Nations Unies, il y a un enjeu de lobby qui est énorme. Puis on sait vite de quel côté on appartient. Je dis toujours qu'on est resté à la guerre froide. Ces deux courts-métrages projetés au ministère des Affaires étrangères sur la situation du peuple sahraoui a ému toute l'assistance qui s'est prêtée au débat. À travers ses productions audiovisuelles, Elena Ruska veut casser le mur du silence et briser le blocus médiatique. Les manifestations au Maroc se poursuivent, la répression du Marzen également. Ce sont les femmes cette semaine, les femmes marocaines qui se soulèvent pour le respect, la défense et la promotion de leurs droits. Une manifestation à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Yamina Saïdji. Sans trêve ni repos, les Marocains investissent toutes les villes quotidiennement pour dénoncer leurs conditions de vie désastreuses. Cette fois-ci, ce sont les femmes marocaines qui ont investi les rues pour crier leur détresse et leur désarroi face à la politique inégalitaire du Marzen. هي وقفات تحيا الحركة الحقوقية من أجل التذكير بالوضع المزري الذي تعيشه المرأة المغربية لا سيما في العالم القروي، وهي مناسبة للتذكير بأن للمرأة المغربية مطالب حقوقية واضحة يجب أن تتوفر لها. مطالب النساء التي لا زالت إلى يومنا هذه لم تتحقق، وأيضا من أجل إبراز كل العنف الذي لا زالت المرأة ترزح تحته على جميع المستويات بالمغرب، من العنف الجسدي ومنه العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، وخصوصا هذا الأخير اللي أصبح واحد الظاهرة تمس النساء في إنسانيتهن وكرامتهن وحقهن في العيش الكريم، ولعل التدافع والإصابات اللي أصابت النساء خلال البحث عن العمل. Malgré les violences, les répressions et les inégalités, les Marocaines sont déterminées à se battre pour revendiquer leurs droits. Du sport au football avec le retour de la Ligue 1 ce mardi, le déroulement de la 12e journée. Le CR Belouizdad victorieux du CS Constantine avec 2-1 lors du match à l'affiche de cette journée prend la tête du championnat aux dépens de son adversaire du jour. Le Mouloudia d'Alger s'en tire bien en décrochant le match nul de but partout face au Paradou AC. Le carton de la journée est à mettre à l'actif du RC Albara, tombeur de l'ESM Khanchla 5-1. Alors que le match 1C Magra, USM Alger, US Biskra, GS Kabidi et Assochlef MCL Bayet se sont soldés par des scores nuls. Et en ce moment même, l'entente de Sétif affronte le MC Oran alors que la JS Saoura défie la lanterne rouge, le HB Shelroum Laïd. Et place désormais à l'événement du moment, le mondial et cette qualification historique du représentant africain, le Sénégal, pour les huitièmes de finale de la compétition après avoir battu tout à l'heure l'Équateur de but à 1. Le pays organisateur, le Qatar, s'est incliné, lui, pour la troisième fois, cette fois-ci devant les Pays-Bas, 2-0. La troisième journée de la phase des groupes se poursuit avec 2 matchs du groupe B au programme ce soir, et cela à partir de 20h. États-Unis, Iran et Angleterre, Pays de Galles. C'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.